Chapitre 29. Le destin du maître et de Marguerite est tranché. Au soleil couchant, dominant la ville depuis la terrasse de pierre de l'un des plus beaux bâtiments de Moscou, un bâtiment construit voilà près de 150 ans, se tenaient deux êtres, Volande et Azazello. On ne pouvait pas les voir d'en bas de la rue parce qu'ils étaient cachés des regards importuns par la balustrade, les vases et les fleurs de stuc. Mais eux, ils voyaient la ville presque jusqu'à ses confins. Volande était assis sur un pliant vêtu de sa soutane noire. Sa longue et large épée était plantée à la verticale entre deux dalles un peu disjointes de la terrasse, en sorte qu'elle faisait cadran solaire. L'ombre de l'épée s'allongeait de façon lente et inexorable, rampant vers les mules noires que portait Satan. Son menton aigu, appuyé sur son poing, voûté sur son pliant, une jambe pliée sous lui, Volande gardait le regard rivé sur l'inextricable Babylone de palais, de maisons gigantesques et minuscules, de taudis condamnés à la démolition. Azazello, qui avait quitté sa mise moderne, c'est-à-dire son veston, son chapeau melon et ses souliers vernis, et qui était vêtu comme Volande, de noir, se tenait immobile non loin de son chef, et lui aussi gardait les yeux rivés sur cette ville. Volande prit la parole. « Quelle ville intéressante, n'est-ce pas ?» Azazello bougea et répondit avec déférence. « Ma messire, je préfère Rome. »« Oui, c'est une affaire de goût, » répondit Volande. Quelque temps plus tard, sa voix s'éleva encore. « Qu'est-ce que c'est cette fumée là-bas sur le boulevard ?»« C'est Griboyedov qui est en train de brûler. » Il faut supposer que ces deux inséparables, Korofiev et Behemoth, y ont fait un séjour. Sans aucun doute, messire. Le silence retomba, et les deux êtres qui se trouvaient sur la terrasse regardaient, dans les fenêtres tournées vers l'Occident, aux étages supérieurs des immenses bâtisses, s'allumer un soleil aveuglant et cassé en mille éclats. L'œil de Volande brûlait exactement comme une de ces fenêtres, même si Volande tournait le dos à l'Occident. Mais là, quelque chose obligea Volande à se détourner de la ville et à prêter attention à la tour ronde qui s'élevait sur le toit derrière son dos. Un homme en guenilles, sombre, maculé de boue et vêtu d'un chiton, les pieds chaussés de sandales, qu'il avait faites lui-même, la barbe noire venait de sortir du mur. « Bon !» s'exclama Volande, regardant avec ironie celui qui venait d'arriver. Voilà le dernier qu'on s'attendait à voir ici. Qu'est-ce qui t'amène, toi, que je n'avais pas invité, mais que j'avais prévu ? Je viens te voir, esprit du mal et commandant des ombres, répondit celui qui venait d'arriver en adressant à Volande un regard par en dessous, dénué de sympathie. Si tu viens me voir, pourquoi ne m'as-tu pas dit bonjour, ancien collecteur de taxes ? Dit Volande d'un ton rogue. Parce que je ne veux pas que ton jour soit bon, répondit le visiteur avec défi. Il faudrait bien que tu t'y fasses, répliqua Volande, et un rictus lui déforma le visage. Tu n'as pas eu le temps d'apparaître sur le toit que tu me sors déjà une sottise, et je vais te dire en quoi elle consiste. En ton intonation. Tu as prononcé tes paroles comme si tu ne reconnaissais ni les ombres ni le mal, mais accorde-moi cette faveur. Réfléchis à ceci. Que ferait-il ton bien si le mal n'existait pas? Et de quoi la terre aurait-elle l'air si les ombres y disparaissaient? Parce que les ombres, ce sont les objets et les gens qui les donnent. L'ombre, par exemple, de mon épée. Mais il y a aussi les ombres des arbres et des créatures vivantes. Tu ne voudrais pas dépouiller la terre entière en éradiquant tous les arbres et toute forme de vie pour satisfaire ta lubie de jouir d'une lumière pure. Tu es bête. Je ne vais pas me mettre à discuter avec toi, vieux sophiste, répondit Lévi Mathieu. Es-tu incapable de discuter pour la raison que j'ai déjà mentionnée? Tu es bête, répondit Volande, et il demanda « Bon, dis-moi en peu de mots, sans me fatiguer, d'où vient que tu sois apparu ?»« C'est lui qui m'envoie. »
Que t'a-t-il ordonné de me faire savoir, esclave ? Je ne suis pas un esclave, répondit Lévi Mathieu de plus en plus furieux. Je suis son disciple. Nous parlons deux langues différentes, toi et moi, comme toujours, répliqua Volande. Mais les choses dont nous parlons ne changent pas pour autant. Et donc, il a lu l'œuvre du maître, reprit Lévi Mathieu, et il demande que tu prennes le maître avec toi et que tu le récompenses par le repos. Cela t'est donc si difficile, esprit du mal ? Rien ne m'est difficile, répondit Volande, tu le sais parfaitement. Il se tut un instant et reprit. Et pourquoi ne le prenez-vous pas chez vous, dans la lumière ? Il n'a pas mérité la lumière, il a mérité le repos, répondit Lévi d'une voix triste. Fais savoir que ce sera fait, répondit Volande, et il ajouta, et son œil s'embrasa. Il laisse-moi un instant. Il demande que celle qu'il a aimée et qui a souffert pour lui, vous la preniez aussi, dit Lévi à Volande, et pour la première fois, sur un ton de prière. Nous n'y aurions jamais pensé sans toi, va-t'en. Sur ce, Lévi Mathieu disparut tandis que Volande appelait Azazelo et lui ordonnait « Vole les retrouver et arrange tout ». Azazelo quitta la terrasse, et Volande resta seul. Mais sa solitude fut de courte durée. On entendit des bruits de pas sur les dalles de la terrasse, puis des voix animées, et Korofief et Béhémoth se présentèrent devant Volande. Mais si à présent le petit gros n'avait plus son primus, il était chargé d'autres objets. Il avait sous le bras un petit paysage dans un cadre doré, sur le même bras un tablier de cuisine à moitié brûlé, et de l'autre main il tenait un saumon entier avec la peau et la queue. Korofief et Béhémoth sentaient le brûler, la gueule de Béhémoth était couverte de suie et sa casquette, elle aussi, était à moitié brûlée. « Le salut, messire !» cria le couple intenable, et Béhémoth se mit à agiter son saumon. « Oh ben vous êtes joli !» dit Volande. « Messire, imaginez !» cria Béhémoth d'une voix excitée et joyeuse. « On m'a pris pour un maraudeur !»« En juger par les objets que tu portes, » répondit Volande en regardant le petit paysage. « C'est ce que tu es, un maraudeur. » « Croirez-vous, messire ?» commença Béhémoth sur le ton de la confidence. « Non, je ne croirai pas, » répondit sèchement Volande. « Messire, je vous assure, j'ai tenté héroïquement de sauver tout ce qui pouvait l'être, et voilà tout ce que j'ai réussi à préserver. »« Dis-moi plutôt pourquoi le gribouillet d'Orf a-t-il brûlé ?» demanda Volande. Tous deux, Korofief et Béhémoth, firent le même geste d'impuissance, levèrent les yeux au ciel, tandis que Béhémoth s'écriait « Ah, c'est inimaginable, nous étions là, tranquilles, peinards, on cassait juste la croûte. » Et d'un seul coup, pan, reprit Korofief. Des coups de feu. Fou de terreur, Béhémoth et moi, on s'est enfuis vers le boulevard, les autres sur les talons, on a foncé en direction de Timir-Yassef. Mais le sentiment du devoir, intervint Béhémoth, a dompté notre peur honteuse et nous sommes revenus sur nos pas. Ah, vous êtes revenus sur vos pas, dit Volande, et c'est là bien sûr que le bâtiment a brûlé jusqu'aux fondations. Jusqu'aux fondations, confirma Korofief d'un air de douleur. C'est-à-dire littéralement, messire, les fondations, comme vous venez de l'exprimer si justement, il ne reste plus que des bûches. Je me suis précipité, racontait Béhémoth, dans la salle de réunion, celle qui avait une colonnade, messire, content d'en extraire quelque chose de plus précieux. Oh, messire, mon épouse, pour peu que j'eusse eu une épouse, aurait risqué de rester veuve. Mais par bonheur, messire, je ne suis pas marié, et je vous le dirai franchement, je suis heureux de ne pas être marié. Oh, messire, comment est-il possible d'échanger la liberté du célibat contre un joug pesant ? C'est reparti avec ses sornettes, remarqua Volande. J'obéis et je continue, répondit le chat. Et donc, oui, voilà un petit paysage. Il n'a pas été possible d'emporter quoi que ce soit de plus précieux de la salle. Les flammes me sautaient au visage. J'ai couru à la cave, j'ai sauvé un saumon. J'ai couru à la cuisine, j'ai sauvé un tablier.
J'estime, monsieur, que j'ai fait tout ce que je pouvais, et je ne comprends pas à quoi attribuer l'expression de scepticisme que je lis sur votre visage. » « Et que faisait Korofief pendant que tu maraudais ?» demanda Volande. « J'aidais les pompiers, messire, » répondit Korofief, montrant son pantalon déchiré. « Ah, si c'est ça. Il faudra construire un nouveau bâtiment. »« Il sera construit, messire, » répliqua Korofief. « Je prends sur moi de vous l'assurer. »« Ma foi, il reste à souhaiter qu'il soit mieux que l'ancien, » remarqua Volande. « Il le sera, messire, » dit Korofief. « Vous pouvez me croire, » ajouta le chat. « Je suis un prophète patenté. »« Quoi qu'il en soit, nous sommes là, messire, » rapportait Korofief, « et nous attendons vos dispositions. » Volande se leva de son pliant, s'approcha de la balustrade et, longuement, seul et muet, tournant le dos à sa suite, il regarda au loin. Ensuite, il s'éloigna du bord, se rassit sur son pliant et dit « Il n'y aura aucune disposition. Vous avez accompli tout ce que vous pouviez. Pour l'instant, je n'ai besoin d'aucun de vos services. Vous pouvez vous reposer. L'orage va bientôt éclater, le dernier orage. Il achèvera tout ce qui doit être achevé, et nous reprendrons la route. »« Très bien, sire, » répondirent les deux lurons, et ils se cachèrent quelque part derrière la tour ronde centrale qui s'élevait au milieu de la terrasse. L'orage dont avait parlé Volande s'amoncelait déjà à l'horizon. Un nuage noir se leva à l'ouest, et il coupa une moitié du soleil. Ensuite, il le recouvrit tout entier. L'air fraîchit sur la terrasse. Encore quelques instants, et le ciel devint sombre. Ces ténèbres qui venaient de l'Occident recouvraient la ville immense. Les ponts, les palais disparurent. Tout s'était englouti, comme si cela n'avait jamais existé. Un filament de feu traversa le ciel, puis un coup de tonnerre ébranla la ville. Ce coup se répéta. L'orage éclata. On ne voyait plus Volande dans ces ténèbres.